Bonjour, dans ce nouvel épisode d'À la recherche de l'espace concret, les compléments techniques, je vais m'intéresser cette fois-ci à la question des contrôleurs gestuels, ou du moins certains types de contrôleurs gestuels, ceux qui vont me permettre de façonner, de modeler, de sculpter la matière sonore dans toutes ses dimensions, donc aussi bien dans sa dimension habituelle du timbre, des hauteurs, de la dynamique bien sûr, que de son espace. Et de son espace, pas de l'image d'espace, mais bien d'un espace concret, d'un espace qui va pouvoir être entendu sur un système haut-parlant. D'un côté, une approche concrète du travail sur le son et de l'autre côté, une approche concrète du travail sur l'espace. Les deux étant dans ce cas particulier, pour moi, intimement liés. C'est un peu le contraire, comme approche en tout cas, de celle qu'on va trouver la plupart du temps dans les techniques de spatialisation en concert, en spectacle, que ce soit dans le cadre d'une sonorisation de musiciens ou dans ce qu'on appelle l'interprétation acousmatique à partir de compositions, la plupart du temps stéréophoniques, dont on va adapter, transformer, étendre la spatialité interne vers celle d'une salle de spectacle en utilisant bien des contrôleurs aussi. Donc dans le cadre de l'interprétation acousmatique, ça s'est stabilisé depuis quelques décennies sur l'utilisation d'une console de diffusion où on va avoir un potentiomètre linéaire correspondant à une action et un effet, l'envoi d'une des deux pistes, d'un des deux canaux du support stéréophonique ou d'un des 8 lorsque ça se trouve être des sources octophoniques, ça ne change pas tellement le principe, eh bien vers un point haut-parlant. Ce qu'on va faire dans les situations de spatialisation en spectacle aujourd'hui, ça peut être un peu plus sophistiqué, au moins techniquement, puisqu'on va utiliser généralement des auxiliaires logiciels pour gérer d'une manière un petit peu plus complexe peut-être les multiples sources, puisque si on sonorise, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais si on sonorise un groupe instrumental avec, je sais pas, une dizaine de musiciens, pourquoi pas, avec chacun un microphone, avec parmi eux des musiciens électroniques qui vont avoir des sources mono ou stéréo, etc., eh bien ça commence à faire un nombre de sources importantes. Et comment répartir de multiples sources sur, généralement, pas beaucoup de points haut-parlants, eh bien, on va faire appel à des outils de spatialisation qui vont permettre de prolonger, d'automatiser certaines tâches. Donc, dans les deux cas, l'interprétation acousmatique stéréophonique en concert et la sonorisation de groupes instrumentaux en spectacle, dans ces deux cas, le point commun, c'est qu'on peut dire le son individuel dans le cas de la sonorisation, ou le son déjà composé à l'intérieur de l'espace stéréophonique, eh bien, ignore ce qui va lui arriver. Il n'a pas été, peut-être quelquefois pensé, en tout cas souhaité, imaginé, mais en tout cas pas réalisé pour ces espaces. Ce qu'on va entendre dans l'acousmonium, s'il y a une interprétation spatialisée, c'est une action qui a lieu à ce moment-là. Ce n'est pas la projection d'une œuvre qui aurait été réalisée pour cet espace. Toujours l'opposition qui est une complémentarité, on est bien d'accord, entre un travail en amont et un travail en aval, avec quelquefois certaines parties en amont, certaines parties en aval. Et donc là, dans ma recherche des espaces concrets, le rapport entre son concret et espace concret, c'est justement qu'il n'y ait plus de différence entre l'amont et l'aval, tout du moins que tout soit géré, tout soit pensé, composé, créé en amont. Alors, il y a plusieurs manières de faire ça, il y en a une infinité. Là, j'en présente une toute petite partie à travers l'utilisation donc de certains contrôleurs gestuels. Je pense présenter une autre vidéo sur une autre manière extrêmement féconde, qui est l'utilisation de multiples points de captation, des systèmes multimicrophoniques.
Mais comme il fait pour l'instant froid dans la Kousmanev, ça attendra peut-être le printemps. Alors il y a une dizaine d'années, j'avais présenté mon premier contrôleur gestuel tridimensionnel, multidimensionnel, comme on disait à l'époque, MPE. MPE, multidimensionnel, polyphonique expression. Ça, c'était le terme utilisé à l'époque. Et puis après, lorsque la norme MIDI l'a incorporé, l'a reconnu, au bout de pas mal d'années, il l'a appelé MIDI, polyphonique expression. Bon, donc j'aimais bien l'idée de multidimensionnel, parce que justement ce qui m'intéresse depuis des années, donc je le repose là en attendant, c'est justement comment est-ce qu'on va arriver concrètement, avec les mains, avec les pieds, avec la bouche, avec tout ce qu'on peut, eh bien comment est-ce qu'on va arriver à façonner, à modeler, à sculpter des sons, non seulement dans une dimension, la hauteur, ou deux dimensions, la hauteur et l'amplitude, ou trois dimensions, la hauteur, l'amplitude et le timbre, mais aussi dans l'espace. Et là, d'un seul coup, on ajoute au minimum trois autres dimensions. Et on arrive vite à court de gestes, en tout cas si on gère les paramètres de nos outils électroacoustiques avec des contrôleurs justement de type paramétrique. J'avais fait une conférence il y a quelques années à Nice sur cette idée-là, le rapport entre les contrôleurs gestuels et l'espace, et j'avais présenté une espèce de classification, toujours ça fait du bien pour voir les choses, quitte ensuite à justement dire qu'entre les classifications, eh bien, il y a des allers-retours, et c'est surtout les endroits où on passe de l'un à l'autre, où c'est intéressant, où c'est riche, où c'est fécond aussi. Donc il y a un contrôleur, où est-ce qu'il faut que je le mette ouais, voilà, on va dire par ici. Donc par exemple celui-là, avec 3 petits potentiomètres, je vais en avoir d'autres avec 8, avec 16, avec 32 potentiomètres, dans lesquels eh bien, chacun de ces curseurs va contrôler un paramètre. Par exemple, dans une console d'interprétation, une console de mixage inversé, eh bien, je vais avoir ici l'envoi du canal gauche sur l'enceinte 1, l'envoi du canal gauche sur l'enceinte 2, sur l'enceinte 3, etc., etc. Donc, dans les gestes et les contrôles paramétriques, on a un maximum de précision sur ce qu'on veut obtenir. Déjà parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Une seule action fera toujours exactement, à moins qu'on introduise derrière d'autres processus, mais logiquement, en tout cas au minimum, on aura toujours le même résultat. L'inconvénient étant, par exemple, le nombre de doigts. En spatialisation interprétée, on pourra aller, à moins de prendre une règle, eh bien, jusqu'à 10 potentiomètres à la fois. Et ça, c'est pas forcément un problème, parce qu'on n'est pas là pour jouer les sons, pour créer du son. On est là pour influencer, pour influer sur la manière dont une source, par exemple stéréophonique, va être répartie, va être diffusée par plusieurs points haut-parlants. Si au contraire, on se retrouve dans une position de créateur, de phoniurge, qui va générer des phénomènes sonores, qui va les capturer et qui va ensuite les composer, ou qui va les jouer en direct, si c'est de la musique électronique, comme on dit. Donc il y a des compositeurs, des musiciens comme ça, aujourd'hui, qui ont développé des gestuels absolument extraordinaires. Je pense par exemple à Hervé Birolini ou d'autres, dans lesquels les contrôleurs, la musique, la composition, les sons, l'espace, tout ça forme également un tout. Moi, de cette manière, je fais la même chose en plus simple, puisque je ne me produis pas sur scène la plupart du temps, donc j'ai toute latitude pour faire la même chose en studio, dans mon atelier, ce qui est finalement beaucoup plus facile et beaucoup moins risqué, puisque je vais pouvoir répéter mes improvisations, comme on a l'habitude de faire en musique concrète depuis 70 ans, et puis de garder les meilleurs morceaux et de composer avec ces meilleurs morceaux. Je simplifie évidemment le processus, mais malgré tout, il y a quand même cette idée-là d'avoir à ma disposition des instruments, au sens très très général du terme, et avec ces instruments de façonner des sons espaces, c'est-à-dire des sons qui vont comporter, plus ou moins complètement, eh bien déjà toute leur spatialité, qui fait que la plupart du temps, dans mes compositions, ensuite, je n'aurai plus qu'à les assembler
dans le temps, leur organisation spatiale étant déjà inclus dans la concrétion que je leur ai, la concrétude que je leur ai apportée lors de ces improvisations. Donc pour ça, évidemment, il faut des contrôleurs gestuels très particuliers. Je rappelle que ce n'est pas la seule manière qu'on va faire et que je vais faire pour générer des sons, mais en tout cas, c'est celle qui m'est la plus précieuse. C'est celle que j'ai développée durant les années 90 avec mes sampleurs, et notamment j'avais, et j'ai toujours, mon Ensoniq ASR10, avant EPS, qui dispose d'un clavier sensible à la pression polyphonique. Dans les années 90, c'était très rare. Ça l'est presque toujours aujourd'hui, ce qui est un petit peu dommage, parce que, bien sûr, ça reste un clavier de piano avec tous ses désavantages pour quelqu'un comme moi, mais la pression polyphonique permettait à chacun des doigts d'influencer sur un paramètre, ou plusieurs paramètres d'ailleurs en l'occurrence, d'influencer la matérialité du son et de l'espace. Et je n'ai eu de cesse dans les années 2000, depuis que je crée les plugins des Acous Modules, d'étendre ces fonctionnalités instrumentales à absolument tout ce qui est envisageable. Donc la sortie des contrôleurs MPE dans les années, on va dire, 2010, a représenté pour moi une chance fantastique. Et donc le premier que j'avais présenté il y a une dizaine d'années, c'était l'Instrument. C'était la version 200, le un petit peu plus grand, qu'ensuite j'avais revendu pour prendre celui-là qui était tout à fait suffisant, dont ensuite je me suis débarrassé, puis je l'ai retrouvé. Bref, chaque instrument, là je parle de la partie contrôleur des instruments, parce que l'autre partie, ça va être la partie génération du son. Pour moi, les plugins, les Acous Modules qui vont être développés parallèlement aux possibilités des contrôleurs. Donc là, je parle de la partie contrôleur des instruments. Eh bien, ça a pas mal évolué depuis une quinzaine d'années. Et donc là, il y en a une petite collection. Le tout dernier, c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi aujourd'hui, c'est l'RAE 2, deuxième version de l'RAE Touch, donc que j'avais eu lorsqu'il était sorti il y a, je ne sais plus, 4-5 ans, qui avait certaines qualités et qui avait, on va dire, certains défauts. Et donc, ce que je vous propose de faire un petit tour d'horizon de ces contrôleurs, principalement de l'RAE 2, en s'intéressant d'une part à qu'est-ce qu'on fait avec, donc là, certains choix parmi tous ceux qui sont possibles que je vais présenter, et puis plus précisément, techniquement, qu'apporte cette RAE par rapport au Sensel Morph, au Strizoboard, au l'instrument. Où est-ce qu'il en est? Il vient de sortir, on peut espérer qu'il va encore progresser malgré les corrections qu'il a apportées sur la version précédente. Alors pour moi, il y a deux utilisations principales de ce type de contrôleur gestuel sous forme de surface sensible à la pression. Et le point essentiel, c'est la pression. Avoir des surfaces qui vont nous permettre de faire des contrôleurs X, Y ou des claviers. On peut faire ça avec n'importe quelle tablette, sous Windows, sous Android, sur iOS. Et c'est même mieux parce qu'on n'a pas besoin d'appuyer pour que le contrôle soit envoyé. Il suffit d'effleurer la surface. Donc tout ce qui est des contrôles 2D surfaciques, eh bien c'est moins coûteux et c'est plus efficace d'utiliser des tablettes. Et c'est là où vont se trouver pour moi les principales différences entre les 4 contrôleurs qui sont présentés ici, dont certains sont assez proches finalement. Ici, j'ai le Sensel Morph. Alors pour moi, ça reste, et je vais expliquer pourquoi, la star, le nec plus ultra, le meilleur, tout ce que vous voudrez. Et si je ne devais en garder qu'un, ce serait donc lui. Éventuellement en plusieurs exemplaires, mais en tout cas, ce serait le seul. Il y en a un autre que j'adore, et c'est le moins que je puisse dire, c'est ce Strizoboard. Le Strizoboard, il a, lui, au contraire, des petits objets, des petites touches qui sont sensibles à la pression, et bien sûr. Et si je devais en garder un deuxième, ce serait donc le Strizo. Alors, l'RAE, là-dedans, où est sa place? Son atout, c'est sa taille.
oui, la taille compte, et là, l'équivalent d'un écran 15 pouces pour placer les doigts, c'est extrêmement riche. Son autre avantage, plus ou moins, c'est le fait de pouvoir représenter graphiquement, grâce aux petites LED, des objets. Alors, le Stencil Morph, pour ceux qui le connaissent, il a un autre avantage, qui est celui de lui mettre des objets, et ces objets sont en plus définissables avec du relief, et donc on peut fermer les yeux et encore sentir quelque chose. Là, sur les rails, on sent rien, mais on voit quelque chose. Donc, toujours pareil, des avantages, des inconvénients, à certains par rapport à d'autres. Et puis, donc, après, il y a évidemment l'usage que quelques personnes vont faire, moi en tout cas, je ne sais pas si c'est beaucoup partagé pour l'instant, il me semble que ça devrait l'être, qui est justement d'utiliser ces contrôles pour pouvoir sculpter, modeler la matière sonore dans un espace, avec un espace. Donc là, ça impose des qualités particulières qui font que je vais avoir certaines exigences que d'autres musiciens pourraient ne pas avoir. Ça ne veut pas dire que ces points-là sont des points de décision pour quelqu'un qui voudrait acheter ces contrôleurs, mais en tout cas, pour moi, ça l'est, et c'est ce que je vais vous présenter ici, toujours dans cette recherche des sons et des espaces concrets. Alors, il y a donc deux utilisations principales que je voudrais présenter. Là, je vais reprendre mon instrument, et vous pouvez voir là sur... on voit des petites pastilles de couleurs. En fait, les pads peuvent comporter des petites LED qui sont allumées ou qui ne sont pas allumées. On peut choisir leur couleur, ça se programme assez simplement. Donc là, j'ai une répartition qui est un peu bizarre pour les gens qui connaissent l'instrument, mais qui évidemment pour moi est tout à fait justifiée, qui est une utilisation, on pourrait dire, multipoint. Pas du tout en MPE. Le MPE, le multidimensional polyphonique expression, je ne l'utilise plus sur l'instrument depuis pas mal d'années, parce que par rapport à mon usage sonospatial, il offre un certain nombre de limites. Par contre, il a un avantage, il a pas mal de qualités, mais il a aussi un avantage par rapport à tous les autres aujourd'hui, même dans cette petite version, c'est de disposer de 128 pads. Or, dans ce mode multipoint, eh bien, l'utilisation, l'idée est extrêmement simple et se rapproche d'une certaine manière de l'idée de la console de diffusion. La console de diffusion va avoir un potentiomètre par sortie et on contrôle juste l'amplitude. Là, eh bien, on va avoir un contrôle d'amplitude également par bouton. Là, je vais afficher sur les rays touch, c'est la même chose, j'ai des petits points, et sur chacune de ces petites zones-là, eh bien, je vais contrôler, comme on disait jadis, un VCA, c'est-à-dire l'amplitude d'un son. Alors, ce n'est pas forcément, au niveau de la spatialisation, une source sur une destination, ça peut être au contraire le niveau d'un point entrant, etc. Là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais malgré tout, c'est que ça. Et cette technique-là, elle nécessite autant de points, il nécessite qu'il soit, pour que ça vaille vraiment le coup, pour que ce soit vraiment intéressant sonospatialement, eh bien d'être aussi nombreux que les points qui composent l'espace de la composition. Pour moi, c'est 80 dans la Kusmonev. Or, il se trouve qu'actuellement, l'ERAE est limité à 48 objets. Il y a plein de petites LED. On pourrait faire plus, mais pour l'instant, on ne peut pas définir plus de 48 objets. Le Strizo, de son côté, Strizon Board, comporte 61 touches. Je suis encore un peu court. Là, voilà, avec le l'instrument, eh bien, je peux avoir mes 80 points utilisés et il en reste encore quelques-uns qui ne sont pas utilisés pour plus tard ou pour d'autres choses. Donc dans cette approche-là, je vais faire une petite démonstration quand même, ça va me permettre de tester notamment cette question de pression. C'est-à-dire que là, la pression, c'est le seul paramètre
gestuelle qui va être utilisée pour contrôler un seul paramètre du son. On est dans un contrôle paramétrique. Les autres contrôles, hein, dont j'ai un petit peu tout à l'heure parlé, métaphoriques, un joystick, voilà, un joystick, c'est un contrôle déjà métaphorique, tout du moins par rapport à l'espace. Je vais être devant, sur le côté, derrière, au milieu, même s'il contrôle deux paramètres, X, Y par exemple, eh bien, malgré tout, je vais déjà avoir une certaine métaphore de ce que je veux obtenir, en l'occurrence sur le plan spatial. Et puis j'ai d'autres contrôleurs, des contrôleurs holistiques, dans lesquels je vais contrôler un seul geste, je vais contrôler plein de choses simultanément, et qui vont être forcément liées. Ça, je ne vais pas les aborder aujourd'hui, peut-être que j'en ferai une présentation un autre jour. Donc les contrôleurs paramétriques, par exemple, cet ARAE disposé comme ça, le striso, l'instrument, pourquoi pas un petit bloc Rolly, et pourquoi pas aussi le SenselMorph qui lui peut absolument se métamorphoser dans toutes les fonctions. Donc dans ce cas-là, disais-je, la pression est essentielle, la sensibilité à la pression, l'étendue du contrôle de pression, sa fiabilité, bien sûr, et puis le retour tactile. Autant avec des potentiomètres, le rapport entre le geste et ce qu'on obtient est assez simple. Normalement, il est déjà linéaire, et on sait que plus le potentiomètre va être long, plus ça va être facile et agréable de contrôler, par exemple, l'amplitude d'un son. Là, l'amplitude, elle va être a priori très limitée. Je ne vais pas avoir 10 cm de mouvement. Ça va se jouer sur, dans le cas de l'instrument, les petits pads sont bien entendu sensibles à la pression, mais ils ne s'enfoncent pas. C'est absolument dur. Donc dans ce cas-là, je vais avoir un retour tactile, mais le retour tactile, c'est l'enfoncement de mon doigt, de la pulpe de mon doigt, ce n'est pas l'enfoncement de l'objet. Avec le strisoboard, là c'est autre chose. Là je vais avoir un enfoncement, pas énorme, hein, sur quelques millimètres, mais qui va être extrêmement sensible et j'allais dire savoureux tactilement. Et là avec les RAE 2, ils ont donc innové, on a une surface qui est recouverte d'un tissu et sous laquelle il y a une zone molle qui permet d'enfoncer de quelques millimètres et vraiment de sentir quelque chose. Alors la résistance n'a pas pour moi la qualité de résistance du striso, mais c'est plutôt sympa, plutôt agréable. Le bloc Rolly, la deuxième version, la version M, peut également, la surface peut s'enfoncer de 2 mm, peut-être 3 en forçant comme une brute, ce qui en l'occurrence d'ailleurs quelquefois plutôt un problème. Je pense notamment toujours chez Rolly, le Seaboard, là je ne l'ai pas amené, hein, bon, mais dans lesquels l'enfoncement du doigt est tellement important, vu les bosses que ça représente, qu'il est totalement impossible de déplacer le doigt à travers les bosses, et même dans l'autre sens, ça fait des bourrelets. Bon. Donc ça peut être très bien pour la sensation de la pression, et beaucoup moins pour celle du déplacement. Là, avec cette surface par défaut de l'ERAE, les deux sont sympas. À voir à l'usage ce que donnera sur les mouvements, donc en utilisation MPE, comme je vais le présenter par la suite. Alors, il y a une deuxième surface que l'on peut, qui peut remplacer celle-ci, donc là qui est en silicone plus traditionnel, très dur. Le doigt s'enfonce un tout petit peu, mais très très peu, donc pour les percussionnistes. Alors on ne peut pas changer à toute vitesse comme avec le SenselMorph, il faut dévisser derrière, etc. Ça prend au minimum quelques minutes. Ça ouvre en tout cas des perspectives à voir ce qui va se passer dans les années à venir. Alors maintenant, comparaison de la sensibilité de tout ce petit monde. Alors pour faire ça, on va commencer par les RAE, hein, bien sûr. Et là, je vais
utiliser un de mes plugins et des Acous modules qui est fait justement pour contrôler l'amplitude d'une source simple ou d'une source multiple. On peut avoir une entrée répartie sur toutes les sorties, comme on l'aurait en spatialisation interprétée sur Acousmonium, mais aussi une entrée multiple, où là, je vais avoir autant de sources que de sorties. Donc là, de toute façon, on va juste regarder les valeurs. Alors, le principe consiste donc à affecter l'amplitude du geste sur l'amplitude, on va dire, d'un VC. Alors, si je vais mettre en mono, est-ce que je vais mettre du son alors, attendez. Bon, toujours pareil, hein, pour écouter, pour entendre un petit peu quelque chose, je passe par un bioneuraliseur, donc n'essayons pas de reconnaître la position des sons dans l'espace, ça n'aurait pas de sens. Ce qui importe par contre, c'est de voir en l'occurrence le rapport entre mon geste et son contrôle d'amplitude. Alors le voir, mais pas de le sentir. Là, j'ai un gros avantage sur vous. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'est agréable, je ressens l'enfoncement, mais qui va assez vite. C'est-à-dire que j'arrive très vite, ici, au maximum d'amplitude, alors que je peux continuer d'appuyer. C'est-à-dire que la surface molle a une étendue qui est supérieure à l'étendue des messages que je vais envoyer. C'est un peu dommage. Bon. Mais ce qui compte, c'est surtout l'amplitude de départ, la sensibilité. Et pour ça, je vais regarder les messages qui sont envoyés. Donc là, j'appuie sur n'importe quelle touche, hein, ça devrait être pareil. Ah oui, lui, c'est les contrôleurs, évidemment, parce que pour l'instant, les Ray touch et les Ray 2 ignorent toujours les messages d'aftertouch polyphonique, qui sont idéaux dans ce cas-là. Tous les autres le font. Pas les Ray 2, donc on espère que ça va venir. Donc il faut passer par des control change, qui rendent les choses un petit peu plus compliquées en amont. Bon. Alors, là, déjà, je vois qu'il n'y a aucune valeur qui s'affiche entre 0 et 10. Est-ce que c'est grave? 0 et 10 par rapport à une échelle qui va de 0 à 127. Est-ce que c'est grave? Ça peut l'être. Plus gênant peut-être, donc là je vais mettre quand même du son. Alors bon, là, la dynamique, non, je ne vais pas mettre du son parce que vous n'entendrez pas grand-chose. Le mode multipoint, celui que j'appelle multipoint, est une manière qu'on pourrait considérer comme impressionniste de travailler la masse spatiale d'un son, où chaque petit élément du geste va donc contrôler l'amplitude d'une partie de ce son, et quand je dis ce son, ça peut être un son initialement spatialement restreint, mono ou stéréo, ou un son déjà disposant d'une large spatialité, voire couvrant tout l'espace de la composition, mais à l'intérieur duquel on va faire apparaître, disparaître certaines parties. On travaille exclusivement sur la densité de la masse spatiale, comme on pourrait le faire avec une console, sauf qu'ici on va le faire d'une manière peut-être plus sensitive, en tout cas avec une gestuelle très différente et forcément des résultats très différents. Donc là, je vais montrer quelques aspects de ce qu'on peut faire, en sachant qu'au niveau de l'audition, évidemment, il faudrait être dans le lieu, que là, tout va passer par le microphone de la webcam, microphone monophonique de la webcam. Donc il y a une transcription qui se fait automatiquement
de l'espace 80 vers l'espace 41, et puis cet enregistrement. Alors on va commencer par l'instrument, sur lequel j'ai donc placé mes 3 couches, mes 3 layers, correspondant à une simplification de l'espace volumétrique de la Kousmaneff. Et là, comme source, j'ai choisi une source, pour l'instant, monophonique, enfin stéréo, hein, qui va se dérouler en permanence. Hein. Donc je vais aller fouiller là-dedans, comme on pourrait le faire avec une spatialisation stéréophonique sur un Kousmonium, mais avec mon contrôleur qui dispose ici donc de 80, on pourrait dire 80 potentiomètres. Et ici, donc, j'ai placé la vue du plugin, le SpatTouch 80, où vous devriez pouvoir voir et comparer un petit peu l'amplitude des modulations, voilà, comme c'est le cas ici. Donc, je vais pouvoir, de cette manière, en suivant le plan métaphorique de mon espace multicouche, ici le nord, le sud, l'est, l'ouest, et les couleurs, vert pour le sol, bleu, rose pour le milieu, et puis rouge, jaune pour le 3e niveau. Donc par exemple, j'ai commencé là-bas tout au fond, au sol. Je vais rajouter un petit peu d'élévation au-dessus. Et là, je passe encore au-dessus. Donc là, je le fais tout en... Je ne sais pas si on entend ce que je raconte en même temps que je fais les sons, mais en tout cas, là, ce que je viens de faire, c'est ce que on pourrait obtenir en faisant des fondus enchaînés entre différents curseurs, donc pour de la spatialisation. Mais évidemment, là, comme je suis pas dans une optique de, de spatialisation, mais dans une optique de création, eh bien, j'allais pouvoir prendre aussi des petites aspérités. Qu'est-ce que je fais? J'interprète, hein, la différence, sans rentrer encore dans cette discussion-là, mais la différence entre l'interprétation en amont et l'interprétation en aval, là, c'est l'interprétation en amont qui va être éventuellement sonofixée, pour ensuite pouvoir travailler sur ces sons espaces, comme on va placer une caméra devant un interprète, devant un acteur au cinéma, et ensuite ce qui va être filmé va devenir l'élément du montage pour réaliser le film. Et là, le fait d'avoir un seul geste finalement qui ne fait rien d'autre que de contrôler l'amplitude, c'est quelque chose qui est à la fois extrêmement simple et qui va permettre de, je dirais plutôt faire du modelage de la masse spatiale, avec ici cette représentation métaphorique qui est quand même bien sympathique. Alors, il y a certains gestes qui vont être plus faciles à réaliser que d'autres. Grâce ici à cette répartition par couche, ça va être par exemple très facile, relativement facile en tout cas, de réaliser des mouvances par niveau. Des mouvances entre les différents niveaux, ça va être un petit peu plus difficile, hein, avec le croisement de mains comme on le ferait sur un piano. Alors, là, l'RAE 2 dispose d'un certain nombre d'atouts, notamment la possibilité de créer une surface sensible à la pression, mais qui va être peut-être plus proche de l'organisation réelle, métaphorique, de l'espace. Donc là, je vois par exemple ici, j'ai deux presets qui représentent, puisque pour l'instant il est limité, comme je le disais, à 48 points, deux parties de la Kousmaneff. Alors, voilà, et
je fais la même chose que précédemment, je vais avoir certains avantages par rapport au instrument, notamment la sensation de l'enfoncement. En ce qui concerne la métaphore spatiale, c'est pareil. Là, je vais avoir, on va dire, le dôme, hein, les 47 points qui constituent la partie périphonique de l'acousmonef, qui part par exemple du sol. Je ne l'ai pas relié, excusez-moi. Au niveau de la sensibilité, bon, on n'entend peut-être pas avec la captation du micro et de la caméra, mais en tout cas, je ne commence pas avec du silence. Je commence déjà avec du son, c'est-à-dire que je ne peux pas faire une apparition totalement progressive. On voit la petite bille ici, si je mets là comme ça. Et lorsque je suis au seuil de déclenchement, comme pour le MPE, voir, eh bien, il y a une petite hésitation. Ça, dans un jeu un peu rapide, ça posera évidemment pas de problème, mais pour faire une apparition très 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 douce d'un son, c'est raté. Et là, si je compare avec le Striso, commencer par le silence parfait et très 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 progressivement amener le son. Et pareil pour la fin, je peux tout à fait descendre très progressivement. On voit ici 3, 2, 1, 0. Et ce qui est pour moi remarquable, c'est la sensation très progressive qui fait que plus on va loin dans le contrôle de l'amplitude, plus la résistance est importante. Ce qui fait que l'amplitude du geste, tout en étant réduite, quelques millimètres, correspond parfaitement à l'amplitude de la sensation et à l'amplitude du résultat de la commande de l'intensité, du volume du son. Si je reprends l'instrument, si on regarde la courbe, alors pas celle-là, on voit qu'il faut vraiment appuyer de plus en plus fort pour aller au maximum. Alors on ne peut pas aller aussi loin dans l'effort qu'avec le Striso, mais c'est quand même pas mal. Quant à les RAE, voilà, j'arrive aussi très très rapidement au maximum, donc il y a encore beaucoup de place pour prolonger l'effort, mais évidemment, quand j'arrive vers le début, voilà, là, il y a un gros trou et puis ça saute énormément. Ça, c'est quelque chose qui, j'espère, va pouvoir être amélioré sur les RAE, puisque toute la richesse finalement d'interprétation, pour reprendre ce terme-là, qu'on peut avoir en improvisant sur de la matière sono-spatiale, va dépendre en grande partie des capacités de ces contrôleurs. Donc là, l'avantage évidemment de
l'ERAE par rapport au striso, c'est que je peux vraiment définir moi-même ma métaphore spatiale pour se rapprocher soit d'un espace réel, la disposition parlante, soit d'un espace imaginaire, la forme d'un objet sonore. Là, évidemment, je suis tout à fait coincé par cette géométrie un petit peu curieuse, donc il faut passer par un degré de transformation entre la disposition arbitraire de ces touches et puis un autre type d'arbitraire qui va être la description de la masse spatiale du son. Voilà, donc je reviens ici avec le MPE synth et donc en mode MPE. Alors là, il y a plus de difficultés pour faire correspondre un contrôleur physique avec le contrôle gestuel, c'est-à-dire la manière de façonner un son dans les 3 dimensions. Là, le striso, pour moi, il ne fonctionne pas. On peut bien sûr, c'est un contrôleur MPE complet, on peut déplacer les petits objets, les petits pads, dans les 3 dimensions. Mais autant la pression est extrêmement intéressante, sensible et dynamique, etc., autant les 2 autres dimensions sont tout à fait utilisables pour des inflexions, mais pas pour un contrôle spatial X, Y. Voilà. Le Sensel Morph, il a encore pas mal d'avantages sur tous les autres. D'une part, de sa surface continue, qui va permettre... Donc, je disais, voilà, pouvoir avec un doigt bien contrôler la position du son dans l'espace. Et là, ce n'est pas un panneur, puisqu'il est aussi à l'origine du son, hein, même si on ne s'en rend pas forcément compte lorsque je le coupe. Eh bien, il y a d'autres aspects du timbre, des hauteurs, de la matière, etc., qui vont être pris en compte. Et donc, avec 2 doigts, eh bien, je vais pouvoir contrôler ma masse concrète avec beaucoup de richesse, de subtilité. Le premier test qu'on doit faire lorsqu'on étudie un contrôleur surfacique tridimensionnel avec la pression, c'est la linéarité. Hein. Est-ce que je peux déplacer mon doigt tout en conservant la même valeur? Alors là, j'applique quand même du lissage. S'il n'y avait pas du tout de lissage, ce serait un petit peu plus difficile. Hein. Là, si on regarde juste le petit 1, je vais même masquer les points de diffusion. Voilà, j'essaye de me maintenir sur la ligne médiane. Pas très facile, mais j'en suis pas très loin. Si je prends l'ERAE, c'est un peu plus difficile. Ça reste, on va dire, dans une fourchette quasiment acceptable, par rapport en tout cas à la version 1 de l'ERAE, où c'était absolument, on peut dire n'importe quoi. Et si je mets de l'inertie, ça va forcément un petit peu mieux, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Donc, la sensibilité, la plage dynamique et la régularité. Il y a aussi comment un geste en 2 dimensions, donc là je mets de côté la pression, va se traduire par rapport à de multiples doigts, par rapport à la position de la main et par rapport à un espace qu'on souhaite façonner. Par exemple, là avec l'ERAE, quel que soit le doigt et l'endroit où j'appuie, eh bien, je vois que mes petites billes apparaissent toujours au centre. Les billes apparaissent au centre et la masse du son apparaît au centre aussi. Alors bien sûr, je peux appuyer pour le répartir dans l'élévation, mais il va toujours contraire. À partir du moment où j'ai déclenché le son, je peux cette fois-ci le déplacer, l'entraîner sur les côtés. Mais si je rappuie un 2e doigt, ce doigt a toujours commencé également au centre. Pour l'instant, il n'y a pas moyen avec l'ERAE d'avoir un autre comportement, puisqu'en fait, il n'émet pas réellement la position X des doigts, mais la position relative d'une note
d'une touche par rapport à l'autre. Donc là, on ne voit pas tellement sur la surface que j'ai fait, hein, c'est fait exprès pour qu'elle soit continue, mais en fait, on a des séries de notes d'une largeur de 2 LED à chaque fois, et qui prennent toute la hauteur. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait des notes qui prennent toute la hauteur? Parce que autant le doigt peut se déplacer entre, appelons-le, les notes, autant dans l'axe Y, eh bien, il ne peut se déplacer qu'à l'intérieur d'une note. Ça, c'était, et c'est toujours, le gros problème pour moi, pour l'utilisation en MPE d'un instrument, où par construction, le doigt va pouvoir faire varier les valeurs sur les rangées, mais pas sur les colonnes. Ce qui veut dire qu'on va avoir un grand X, ou un tout petit si on se limite à un pad, mais ça serait dommage, et en tout cas toujours un tout petit Y. Donc ça n'est pas totalement injouable parce que la sensibilité est bonne comme on l'a vu, mais dans la réalité c'est un énorme problème. Là, avec le Sensel Morph, ça peut être un petit peu la même chose. Alors bon, le contrôle est mieux, etc. Mais je vois que si je déclenche plusieurs touches, elles commencent toujours au centre. Oui, mais j'enlève le cover et là j'ai en fait un autre instrument. Donc plutôt que d'avoir des presets comme c'est le cas avec les Ray Touch, donc là je peux avoir 8 presets, eh bien dans le Sensel Morph, je mets des overlays et l'overlay est tout de suite et instantanément reconnu et il va être configuré pour, d'une manière totalement libre pour contrôler des paramètres MIDI en fonction d'objets qu'on va dessiner dans l'éditeur. Et là, j'ai choisi de ne rien voir. Je vais avoir simplement une surface continue, mais avec des différentes de hauteur, dans lesquelles eh bien, le rapport entre la position du doigt et la position spatiale va être commence toujours au centre et ensuite tu te déplaces. Dans celle-ci, au contraire, là j'ai en quelque sorte mon carré rectangulaire de mon espace qui fait que là j'ai à avoir le coin, là j'ai l'autre coin, l'autre coin, l'autre coin. Donc je peux me faire un carré à l'attaque, transformer mon carré, etc. Si je veux faire une ligne, je me fais une ligne diagonale. Voilà, ça c'est absolument génial. Et pour l'instant, aucun autre contrôleur ne permet de faire ça. Alors je pourrais combiner les deux. Par exemple, si je mets cet overlay, eh bien là je vais avoir des notes différentes, mais à l'intérieur de chacune des notes, je vais avoir également la possibilité, alors les pads sont petits, mais de pouvoir tout de suite poser le doigt à un certain endroit. Je vais augmenter la résolution horizontale. Voilà. Et là, c'est aussi une chose qui, pour l'instant, n'est pas encore complètement possible avec les Ray Touch, c'est-à-dire d'avoir 2 ou plusieurs doigts par objet. Dans le Sensel Morph, il n'y a pas de limite, c'est ce qui me permet comme ça de pouvoir contrôler tout à partir d'une seule zone. Et là, je peux mettre voilà, 4 doigts sur la même note et avoir, alors évidemment c'est difficile, un contrôle de ces 4 doigts. Donc ce qui veut dire que par exemple avec ce pad, je peux dire tiens, tout de suite, tac, tu attaques là-bas dans le coin. Toi, au contraire, cette note-là, je vais la faire attaquer sur ce côté-là. On espère, enfin j'espère en tout cas, puisque ça c'est simplement logiciel, que ça va pouvoir être amélioré dans les prochaines versions de l'éditeur de l'RealLab. Sinon, c'est un petit peu dommage, c'est une restriction en tout cas. Alors je vous renvoie pour l'utilisation des contrôleurs MPE, notamment du Sensel Morph avec les Acous modules, et bien sur la série de vidéos que j'avais faite pour le Spatstrument SM24, donc un instrument de synthèse et d'échantillonnage spécialisé pour le contrôle MPE, qui est assez sophistiqué, il y a de quoi y passer du temps d'exploration. Et donc une série de vidéos qui montrent à peu près toutes les facettes de ce qu'on peut entendre par ce modelage, ce sculptage de sons à la fois dans leur matière
et dans leur espace. Alors en guise de one more thing, on me demande de temps en temps, et je disais tout à l'heure, les tablettes c'est très bien pour tout ce qui est XY, mais le Z manque. Par contre, on peut, sur certains contrôleurs, je pense notamment chez l'Orba et le Corda, qui sont des contrôleurs musicaux, gestuels, soi-disant MPE, enfin MPE, allez, soyons pas méchants, mais dans lesquels la pression a été remplacée par l'écrasement du doigt sur la surface. Ça marche pas si mal que ça, hein. Et donc sur les iPads, on peut avoir la même chose. Là, il y a une petite application qui fonctionne sur iPad et sur Android. Donc sur Android, on n'a pas cette pseudo-pression, mais il y a tout le reste, qui s'appelle Music Raken. Et je vous la recommande parce que parmi les différentes manières d'utiliser des tablettes d'une manière gestuelle, donc il y a aujourd'hui quand même pas mal d'applications qui permettent de le faire, gratuites ou pas gratuites, et Music Raken est vraiment très complet, et notamment dans la version iPad, eh bien, il permet d'utiliser l'écrasement du doigt pour simuler la pression. Et là, en tout cas, on voit les valeurs d'Aftertouch. On en a 5 tout compris, c'est-à-dire 4 à peu près contrôlables, 105, 78, 51 et 24. Voilà. Donc ça permet, par exemple, on le voit ici, sur la petite vue du son que l'on n'entend pas, eh bien, de pouvoir contrôler l'élévation avec la position du doigt. Si j'ajoute une bonne dose d'inertie au contrôle d'élévation, voilà, je vois que voilà, ça peut être quasiment continu. Alors ça se trouve être inversé, ça c'est pas grave. Là d'ailleurs je vais faire 27,0. Voilà. Donc je vois que je peux contrôler d'une manière assez souple, évidemment avec énormément de lissage temporel, la position du son ici verticalement. Et là, pour le coup, si je fais des déplacements en XY, le Z il est très stable. Si je souhaite avoir un petit peu plus de virtuosité dans l'élévation, là, évidemment, ça commence à faire des sautes qui sont tout à fait audibles. Donc, ça n'est pas totalement inutilisable, mais ça ne remplace en aucune façon les différents contrôleurs qui sont ici. Par contre, en ce qui concerne la position X, Y, bon, c'est comme tout à l'heure, hein, toutes les notes commencent au milieu, mais malgré tout, le contrôle en XY des différents doigts est parfaitement linéaire. Il n'y a pas de mauvaise surprise, on peut faire de très belles choses, que ce soit hein, sur Android ou sur iOS, c'est la même chose. Sous Windows, hein, il y a Xotopad qui permet de faire ça également. Alors, un petit peu moins bien parce que là, on peut avoir une jolie continuité. Dans Xotopad, il y a un petit peu comme les joysticks qui ont un ressort au centre. À chaque fois qu'on passe au centre d'une note, il y a un petit arrêt. Non, Kiki. Non, le chat, non. Allez, oust. Oh, c'est pas vrai. Donc tout ça, ça marche aussi d'ailleurs hein, avec les pattes de chat. Ça, j'ai pu le tester un nombre incalculable de fois, ce qui n'est pas inintéressant. Ça peut faire de temps en temps des belles surprises, mais la plupart du temps, des petites catastrophes quand même. Donc les tablettes, oui, la pression, si on est vraiment intéressé par ça, sérieusement non. Et parmi les contrôleurs, bah, comme je le disais, hein, le Sensen Morph a encore aujourd'hui, ça se trouve d'occasion, pour pas forcément très cher, hein, pour moins cher qu'une tablette en tout cas, eh bien, il a énormément d'atouts pour lui.
Alors en faisant cette vidéo de présentation de certains usages de certains contrôleurs gestuels, je me doute bien que ça ne va pas concerner beaucoup de monde. L'ERA 2 en lui-même est un contrôleur qui est déjà quand même assez coûteux. Il y a un choix important aujourd'hui dans ce type de contrôleur dit MPE. Par exemple, il y a également le bloc Relay, le jouet board, qui tous deux se trouvent être aujourd'hui plus commercialisés. C'est la même chose d'ailleurs pour le SenselMorph. Il y a d'autres contrôleurs dont je n'ai pas parlé, qui sont extrêmement intéressants aujourd'hui, quoique très onéreux, notamment le Continuum, avec sa partie synthèse, hein, c'est un instrument complet, ce n'est pas qu'un contrôleur, pareil pour l'osmose. Donc deux instruments qui vont être très intéressants pour le jeu live, peut-être moins pour le travail en studio, comparé en tout cas à la diversité de ceux que j'ai pu présenter ici. Et la question principale qui se pose, hein, au-delà des qualités, des petits problèmes que peuvent comporter certains, c'est surtout leur adéquation par rapport à un propos. Et c'est ça qui est le plus important pour moi hein, de discuter à travers cette vidéo, c'est comment est-ce qu'on peut, aujourd'hui, en janvier 2025, eh bien, considérer le rapport entre le son que l'on crée soit du côté du studio, soit sur scène, et puis les espaces haut-parlants, c'est-à-dire toute cette diversité, toute cette richesse de rapport entre l'intention sonore, entre ce qu'on produit concrètement comme objet sonore, et puis ces espaces qui, pour l'instant, se trouvent être encore assez dissociés du travail de création des sons. Alors, il y a la possibilité de les aborder par le biais du microphone, il y a la possibilité de les aborder par le geste. Tout ça avec la grande diversité, bien entendu, de sensibilités personnelles, de propos, de situations de production, de situations d'écoute. Et c'est ça qui me semble aujourd'hui le plus important, point sur lequel insister, autant en ce qui concerne les moyens matériels, logiciels, les endroits où on va pouvoir créer, les endroits où on va pouvoir diffuser. On pourrait dire que ça commence à être de plus en plus large, de plus en plus riche, de plus en plus abordable. Reste encore ce souci du lien entre l'objet sonore et l'objet espace, entre le son concret et l'espace concret, qui me semble être le principal enjeu des années à venir, en tout cas pour moi qui me fait vivre depuis 35 ans et dont j'espère faire partager le plaisir et tout l'intérêt qu'il peut y avoir en tant que créateur.